Bonjour et bienvenue, votre rendez-vous santé, celui du docteur Laurent Carlini. Bonjour. Bonjour. On va parler durant toute cette semaine de la maladie de Lyme. On avait eu plusieurs commentaires en fait sur les réseaux sociaux qui souhaitaient avoir des éclaircissements sur cette maladie. On en entend de plus en plus parler de cette maladie, mais elle demeure toujours un peu mystérieuse. Oui, c'est une maladie qui commence à être connue, qui a fait son apparition dans les années à peu près 1970 et un peu mystérieuse parce que le diagnostic n'est pas forcément toujours très évident, parce que lorsqu'on cherche à faire un peu l'historique de la pathologie, lorsqu'on essaie de rechercher le point de départ, comme on le verra un peu plus tard, c'est-à-dire la morsure de tique, ça passe souvent inaperçu du fait du caractère indolore de la morsure. Mais c'est une maladie qu'on entend de plus en plus parler, de par les controverses sur les méthodes de diagnostic, de par sur aussi le fait que tous les pays du globe sont touchés, essentiellement les États-Unis, le Canada, l'Europe, essentiellement en France, le nord-est de la France, et en Corse aussi, malgré ce qu'on peut penser. Alors quand on est médecin, quand est-ce qu'on commence à penser à cette maladie ? Alors le diagnostic de la maladie de Lyme, il y a deux motifs de consultation fréquents. Le premier, c'est la découverte par le patient de ce qu'on va appeler l'érythème migrant. L'érythème migrant, c'est une éruption cutanée typique de la maladie de Lyme, une éruption qui est annulaire, en cocarde, et qui va s'étendre de manière centrifuge, c'est-à-dire de manière exponentielle, de manière croissante. Une lésion qui est centrée par le point de morsure de la tique, qui apparaît en moyenne 14 jours après la morsure de tique, mais qui peut apparaître au plus tard jusque dans les 30 jours, qui va persister pendant 8 semaines, et qui est effectivement le motif de consultation le plus fréquent. Le deuxième motif de consultation, c'est des patients qui vont arriver quelques semaines après la morsure de tique, si tant est qu'elle ait pu être mise en évidence, avec un tableau de douleurs articulaires, ce qu'on appelle des arthralgies, des tableaux de fatigue intense, de troubles cognitifs, des pertes de mémoire, des sautes d'humeur. Et c'est à ce moment-là qu'il faut penser effectivement à faire le diagnostic de la maladie de Lyme. Comment on le fait, ce diagnostic ? Alors le diagnostic, comment on le fait ? Alors, premièrement, cliniquement, l'érythème migrant, cette fameuse éruption centrifuge, annulaire, en cocarde et qui apparaît sur le point de morsure, c'est un érythème, c'est un signe typique et classique de la maladie de Lyme. Donc il n'y a pas besoin de faire de sérologie à ce moment-là, puisque la sérologie, de toute manière, elle sera négative du fait de la précocité de ce signe clinique et de l'apparition beaucoup plus tardive, par contre, des anticorps sur la prise de sang. Et sinon, sur ces tableaux d'arthralgie, de troubles de la mémoire, à ce moment-là, on fait une sérologie, comme on peut faire une sérologie du Covid-19 maintenant par exemple, et on cherche à mettre en évidence les anticorps protecteurs de cette maladie de Lyme. Alors en fait c'est compliqué parce que soit on arrive et on s'est rendu compte de la morsure et c'est trop tôt pour confirmer, soit on arrive beaucoup plus tard et dans ces cas-là on n'y pense pas forcément. Et oui, donc c'est toute la difficulté du diagnostic de la maladie de Lyme et toute la difficulté de traiter précocement, surtout qu'on sait que lorsque l'on traite précocement, donc sur cette première phase, sur cet érythème migrant, il y a à peu près 95% de guérison de la maladie. Le traitement, on le verra un peu plus tard aussi, ça fonctionne très bien avec une antibiothérapie classique, notamment la pénicilline. Donc c'est la difficulté et toute la controverse de la maladie de Lyme. En cas de morsure de tique, on développe forcément, obligatoirement la maladie de Lyme ? Non, il faut savoir que 5 à 20% environ des tiques sont porteurs de la maladie de Lyme, et en l'occurrence porteurs de cette fameuse bactérie qu'on appelle la Borrelia burgdorferi, on verra pourquoi un peu plus tard. Et si la tique est infectée par la maladie de Lyme, le taux de transmission est d'environ 10%, donc on voit que la transmission elle n'est pas systématique. Il y en a en Corse aussi. Il y a des cas en Corse de plus en plus, parce que les patients sont de plus en plus vigilants, ils commencent à être de plus en plus sensibilisés, et puis on sait que la tique, elle va surtout se retrouver dans les prairies, dans les forêts, dans les zones boisées, qu'il faut des conditions climatiques particulières, et que dans les zones tempérées, notamment comme en Corse, la tique, elle va avoir une activité qui est plutôt saisonnière, d'avril à octobre, donc au vu de la densité de prairies, etc., oui, il y a des cas de maladie de Lyme en Corse. La maladie de Lyme, donc le diagnostic, vous disiez, ça date à peu près des années 70, sa découverte, ça vient d'où ? Exactement, c'est une pathologie qui a été mise en évidence en 1977
dans la ville de Lyme. C'est une ville qui est dans le Connecticut, c'est un état dans le nord-est des États-Unis. Alors pourquoi cette ville-là? Il y a un rhumatologue qui s'est intéressé à un nombre important de personnes, de parents et d'enfants qui, à ce moment-là de l'année, c'était pendant l'été, se plaignaient de douleurs articulaires, de grosses fatigues et d'éruptions cutanées qui n'étaient pas encore nommées érythème migrant, mais ils avaient effectivement mis en évidence une contagiosité, un phénomène de contage des populations qui vivaient ensemble dans cette région donc des États-Unis, avec un climat particulier qui était favorable du fait de la saisonnalité. Et donc la maladie de Lyme, le nom a été donné en référence à cette épidémie qui a été mise en évidence dans la ville de Lyme. Et puis quelques années après, il y a un spécialiste des animaux qui a pu mettre en évidence le nom de la bactérie. C'est la Borrelia, la bactérie, donc d'où la borréliose, la maladie de Lyme. Alors, cette bactérie, vous avez dit, elle ne se transmet pas forcément. Comment ça marche? Alors, il n'y a pas de transmission interhumaine, il y a forcément transmission d'un animal, la tique, avec le vecteur humain. Il faut savoir que la tique, sa principale activité, c'est de se nourrir du sang de ses victimes, entre guillemets, de ses hôtes, que la plupart du temps, l'hôte, ça va être l'animal, alors essentiellement les petits mammifères comme les souris par exemple, mais tous les animaux peuvent être concernés, les chevaux, les oiseaux, etc. Si l'animal, l'hôte, est contaminé par la fameuse Borrelia, donc la tique, au cours de son repas sanguin, va s'infecter de cette Borrelia, et puis l'hôte accidentel, l'homme, lorsqu'il va marcher dans les hautes herbes ou dans les zones concernées, à l'occasion d'une morsure de tique, pourrait être effectivement infesté de cette pathologie. Si on s'aperçoit qu'on a été mordu par une tique, il faut faire quoi? Si on s'aperçoit qu'on a été mordu par une tique, première des choses à faire, alors on consulte chez son médecin traitant, ça c'est la première chose à faire. Il faut surtout pas essayer de l'enlever avec les mains, avec les doigts, parce que déjà il y a des microplaies sur les mains et donc on risque d'inoculer une bactérie au niveau aussi de la porte d'entrée des mains. Il faut se munir d'un tire-tique, d'un pince-tique qu'on peut acheter en pharmacie. C'est une petite pince avec un petit crochet au bout, on cale la tique sur le crochet, on fait un petit demi-tour et ensuite on tire la tique. Il faut surtout enlever la tique dans son intégralité, donc c'est le seul moyen de l'enlever. Surtout pas mettre d'alcool, d'éther avant d'avoir retiré la tique, parce que ça peut disséminer le germe aussi. Et une fois qu'on a retiré la tique, on désinfecte avec n'importe quel désinfectant et on consulte une nouvelle fois si on a au préalable enlevé la tique tout seul chez son médecin traitant. Comme quoi, il y a beaucoup d'idées reçues qu'il faut arrêter de véhiculer. Hein. En général, on désinfecte ou on essaye de tirer, mais surtout pas parce que ça aggrave les choses, parce que ça multiplie les portes d'entrée de la bactérie, et puis ça risque de disséminer beaucoup plus vite la bactérie. Le but du jeu, c'est quand même d'enlever la tique dans les 24-36 premières heures, parce qu'on estime qu'à ce moment-là, le taux de non-contagiosité est de quasiment 95%. Donc plus tôt on enlève la tique, et mieux c'est. Et mieux c'est, moins on aura de symptômes, et moins on aura de symptômes sur le long terme. Alors ça va pas forcément induire l'intensité et la durée des symptômes, mais ça va surtout agir sur le risque de contagiosité. C'est-à-dire que si vous l'enlevez tôt, il y a 95% de chances que vous n'ayez pas la pathologie. Donc la pathologie, on le redit, ce sont des signes articulaires, de la fièvre peut-être Alors la pathologie, on le verra un peu plus tard. Les principaux symptômes, l'érythème migrant qu'il faut rechercher. Alors il faut toujours essayer de regarder les endroits du corps qui peuvent passer un peu inaperçus, le cuir chevelu, le pli de laine, derrière le genou. Comme on l'a dit, la morsure de tique, elle est complètement indolore. Donc si on ne fait pas un examen minutieux, on peut facilement passer à côté de la tique ou de l'érythème migrant. Et à ce moment-là, on va développer, comme on le verra un peu plus tard, une forme chronique qui est beaucoup plus compliquée à traiter. Donc, quoi qu'il en soit, rendez-vous chez son médecin traitant. Quoi qu'il en soit, rendez-vous chez son médecin traitant si on a été dans des zones à risque, si on a été dans les hautes herbes, si on a été en forêt, en prairie, et dans certains coins du globe, comme on disait notamment les États-Unis, et puis plus proche de chez nous, en Corse, le nord-est de la France, la Creuse. Voilà, c'est des régions qui sont fortement impactées par la maladie de Lyme. Particulièrement impactées. Oui, particulièrement impactées. Je crois qu'il y a des chiffres qui sont sortis, il y a environ 50 000 cas de Lyme par année. 95% c'est au stade de l'érythème migrant, donc c'est des petites maladies de Lyme, et il y a à peu près 800 hospitalisations par année, quoi. Donc c'est quand même une pathologie, c'est un vrai problème de santé publique. La maladie de Lyme, cette semaine, 50 000 cas et 800 hospitalisations par an, c'est quand même énorme. Et oui, c'est quand même énorme, c'est pour ça que c'est une vraie pathologie à part entière qui gagne malgré tout à être connue et dont il faut essayer d'affiner au maximum le diagnostic. Alors comme on le disait, il n'y a pas beaucoup d'outils diagnostiques, hein. La seule méthode pour diagnostiquer, c'est cette fameuse sérologie qui est très controversée pour plusieurs raisons. La première, c'est que au stade de l'érythème migrant, la sérologie sera forcément négative. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la maladie de Lyme ou que cette éruption cutanée ne correspond pas à une maladie de Lyme.
Lorsque le patient se présente avec un érythème migrant, on ne fait pas de sérologie. Par contre, on instaure immédiatement l'antibiothérapie pendant une durée d'au moins 14 jours. Ça permet effectivement d'éviter la chronicité de la pathologie et de permettre une guérison dans 95% des cas. Et puis, la maladie de Lyme, on sait qu'elle peut évoluer vers deux autres phases. Une phase disséminée précoce, c'est-à-dire qu'il va y avoir une dissémination de la bactérie sur beaucoup d'organes, notamment les articulations, le cœur, les yeux, le cerveau, et puis une phase disséminée tardive qui va impacter les mêmes organes, mais qui va entraîner une chronicité, et on va pouvoir être malade de la maladie de Lyme pendant 20 ans, 30 ans, même si c'est une pathologie qui n'est pas encore reconnue comme une maladie chronique, paradoxalement. Et donc à ce moment-là, oui, on fait une sérologie parce que du fait de la tardivité des symptômes, les anticorps, la réponse immunitaire sera forcément là. Mais encore une fois, la sérologie, même à ce stade-là, est très controversée parce qu'on a vu que les anticorps qui avaient été mis en évidence chez les souris à ce moment-là de la phase de la maladie, c'était en très faible quantité, c'était pas des anticorps de bonne qualité, d'où le fait de ne pas assurer une protection et ne pas entraîner d'immunité acquise. C'est-à-dire qu'on peut avoir la maladie de Lyme une fois, deux fois, trois fois. C'est un peu comme la grippe. C'est pas parce qu'on l'a eu une fois qu'on ne l'aura plus jamais. On peut se refaire piquer, mordre à nouveau par une tique 10 ans plus tard et redévelopper une maladie de Lyme. Plusieurs phases donc dans cette maladie. Oui, plusieurs phases. La première phase, la phase la plus typique, est celle que l'on dépiste et que l'on reconnaît le plus facilement, l'érythème migrant. Donc, je rappelle encore une fois, une éruption cutanée qui est indolore, qui ne gratte pas, qui est centrée par le point de morsure de la tique, qui va s'agrandir de manière centrifuge, c'est-à-dire qui va s'étendre de part et d'autre du point de piqûre, qui va apparaître en moyenne 14 jours après la morsure de tique, qui va perdurer à peu près 8 semaines. Et c'est à ce moment-là que tout se joue, parce qu'encore une fois, en fonction de la localisation, elle peut passer complètement inaperçue. Si vous faites mordre par la tique au niveau des cheveux, sous la plante du pied, au niveau du pli de laine, la morsure est indolore, vous pouvez passer complètement à côté et du patient de la reconnaissance et du médecin du diagnostic de la pathologie. Et ensuite, il y a des phases disséminées, précoces et tardives, qui vont toucher, comme beaucoup de maladies auto-immunes, inflammatoires, etc., l'ensemble des organes, la quasi-totalité des organes, notamment les yeux, notamment le cerveau. Et là, c'est beaucoup plus compliqué à traiter. Sur le traitement, justement, donc la phase précoce, l'antibiothérapie, les phases chroniques, est-ce qu'on traite finalement la maladie de Lyme ou on traite plutôt ses conséquences ? Alors, sur la phase précoce, l'antibiothérapie, comme on le disait, 95% de guérison, et sur les phases tardives, on va traiter les symptômes. Donc, et c'est vrai que c'est des pathologies qui sont chroniques, il faut apprendre à vivre avec, et surtout que le diagnostic, comme on disait, n'est pas évident. Donc souvent, c'est des patients qui sont amenés à consulter plusieurs fois, avoir beaucoup de spécialistes. C'est des symptômes qui ne sont pas forcément typiques de la maladie de Lyme, qu'on peut retrouver dans les polyarthrites, dans les spondylarthrites, dans les fibromyalgies. Donc c'est des patients qui vont souvent être étiquetés plus de plaintes psychosomatiques que de véritables plaintes somatiques à proprement parler, qui ne sont pas forcément entendues, qui ne sont pas forcément reconnues. Et donc effectivement, on peut traîner avec la pathologie pendant 10 ans, 20 ans, sans avoir réussi à faire le diagnostic, parce qu'il faut aussi penser à chercher la maladie de Lyme à ce moment-là. Il n'y a pas un centre de référence aujourd'hui, du fait qu'on en entend de plus en plus parler de cette maladie, il n'y a pas un spécialiste de cette maladie? Non, le spécialiste, ça serait essentiellement ou l'infectiologue, puisque ça reste quand même une pathologie infectieuse. Il faut savoir que c'est la pathologie infectieuse la plus courante transmise par un insecte, ou alors ça sera un médecin, un spécialiste de médecine interne, c'est-à-dire de toutes ces pathologies dont on n'arrive pas à mettre un nom dessus, mais qui sont très invalidants pour les patients. Est-ce qu'il y a moyen de se protéger de la morsure de tique? Oui, il faut beaucoup insister sur la prévention, c'est aussi le rôle justement du médecin traitant, c'est-à-dire que lorsqu'on va sortir en forêt, en campagne, en prairie, on va porter des vêtements clairs qui vont essayer de recouvrir la quasi-totalité du corps, donc on évite d'aller en short, on évite d'aller en manches courtes. Pourquoi les vêtements clairs? Parce que la tique, elle fait quelques millimètres de diamètre, mais elle est couleur sombre, couleur noire, donc sur un vêtement clair, on va vite la mettre en évidence. On essaye de se protéger avec des répulsifs, on imprègne les vêtements avec des répulsifs, et puis après, la chose la plus logique, qui est encore la plus radicale, c'est d'éviter les zones qui sont infestées par les tiques. Et surtout, alors chez nous, on sait qu'il y a une vraie saisonnalité pour le développement de la maladie de Lyme, donc c'est surtout du mois d'avril au mois d'octobre. La maladie de Lyme, donc prévention, on a dit, oui. Détection précoce, oui. Ce sont deux choses importantes. Est-ce qu'il y a un vaccin ? Alors, il n'y a pas de vaccin à l'heure actuelle. Il y a un vaccin qui est en cours d'étude par un laboratoire européen qui est implanté à Nantes d'ailleurs.
un vaccin qui est en phase 2, c'est-à-dire que les tests ont été réussis, approuvés chez les animaux. Maintenant, il y a une phase de test chez les humains. On a vu que chez les animaux, ce vaccin avait réussi à induire une réponse immunitaire, c'est-à-dire à produire des anticorps protecteurs contre la maladie de Lyme, et ce, pendant un certain temps. Donc, il faut aller au bout de cette phase 2, être sûr qu'on induit la même réponse chez les humains que chez les animaux, et surtout qu'il n'y ait pas d'effet secondaire. Donc, la première phase de cette phase 2 qui va concerner à peu près 800 personnes, et puis si c'est un peu le même parallèle que le vaccin de la Covid-19 que tout le monde connaît, un peu l'acheminement et le processus. S'il n'y a pas d'effet secondaire sur ces 800 personnes et si la réponse immunitaire induite est plutôt de bonne qualité, il y aura une phase à plus grande échelle, et je crois qu'ils avaient à peu près estimé la commercialisation en 2025, donc ça risque d'arriver relativement vite dans les 5 prochaines années. Il y a un autre vaccin qui est disponible, mais c'est contre les encéphalites à tiques, donc c'est pas contre la maladie de Lyme, pas du tout. Il y a diverses sortes de tiques, et on sait que les tiques sont pourvoyeurs de la maladie de Lyme, mais plein de virus, plein de parasites, plein d'autres bactéries. Et il y a ce vaccin qu'on appelle le Ticovax, un vaccin qui protège contre les encéphalites à tiques, c'est-à-dire qu'il y a des virus transmis par les tiques qui peuvent donner des tableaux neurologiques aigus, ce qu'on appelle des encéphalites, et à ce moment-là, le vaccin fonctionne, oui. Vous parliez de ces morsures aussi sur les animaux, on peut penser aux chiens, oui. Les animaux domestiques qu'on a à côté de soi. Est-ce que, c'est pas transmissible, mais si on essaye d'enlever une tique par exemple à son chien ou à son animal de compagnie, est-ce qu'on peut se faire piquer aussi? Comment ça marche? Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la méthode pour retirer la tique. Si vous essayez de retirer une tique sur le chien, sur le chat, ou le cheval, parce que ça peut concerner tous les animaux, mais il faut surtout pas le retirer avec les doigts, parce qu'on a des micro-plaies sur les doigts, il y a plein de portes d'entrée sur les doigts. La tique, son activité principale, c'est le repas sanguin, c'est-à-dire de se gorger de sang pour pouvoir acheminer son activité. C'est que la tique, elle se microscopique, quelques millimètres, et puis au fur et à mesure de son temps, elle va grossir grâce au repas sanguin. Donc si vous essayez d'enlever la tique avec les doigts, vous risquez d'être contaminé, même sans être mordu, parce que c'est pas en enlevant que vous allez être mordu. Une fois qu'elle a mordu son hôte et qu'elle fait son repas sanguin, elle ne peut pas remordre une deuxième fois. Par contre, vous avez des portes d'entrée sur les doigts, et en tirant sur la tique, vous risquez effectivement d'être contaminé par les portes d'entrée. Donc il faut toujours se munir d'un tire-tique, d'une pince à tique, déjà pour retirer la tique dans son intégralité, parce que s'il reste un morceau, ce n'est pas du tout efficace, et puis pour éviter d'être contaminé, même si vous n'avez pas été mordu. Oui, c'est une donnée importante aussi à connaître. Donc, cette maladie de Lyme, est-ce qu'elle intéresse, elle intéresse de plus en plus les médecins, elle intéresse de plus en plus les chercheurs, elle intéresse peut-être aussi les labos? Vous parliez avec l'élaboration de ces deux vaccins, peut-être d'autres traitements? Et oui, alors le traitement le plus efficace, c'est l'antibiothérapie. Encore faut-il que ce soit au stade précoce. Après, effectivement, je pense qu'il y a encore beaucoup d'évolutions à faire sur les traitements pour les phases tardives. Et puis, je pense qu'il y a aussi une évolution importante à faire sur la méthode de diagnostic, puisqu'on a vu que les sérologies n'étaient pas forcément très au point encore et pas forcément très significatives. Donc, il y a encore beaucoup d'évolutions à faire. C'est une maladie qui commence à être connue du grand public parce qu'on en entend plus parler, parce qu'on a forcément quelqu'un dans son entourage chez qui on a évoqué au moins le diagnostic de maladie de Lyme, mais il y a encore beaucoup d'avancées à faire, oui, effectivement. Est-ce qu'il y a des organismes qui sont plus fragiles, qui sont plus sensibles à la morsure de tique, qui développent peut-être plus le virus? Comme toutes les pathologies, on peut avoir... Des groupes sanguins, par exemple? Alors, il n'a pas été mis en évidence, à ma connaissance, de groupes sanguins comme ce qui avait pu être émis, et d'ailleurs pas forcément vérifié comme hypothèse pour le coronavirus. Après, tout individu est susceptible de développer la maladie de Lyme. Alors, c'est sûr qu'il y a des comorbidités, c'est plus embêtant qu'il n'y a pas de comorbidité, mais il n'y a pas un profil type de développer la maladie de Lyme. C'est aussi un concours de circonstances, parce qu'on est peut-être moins en forme au moment où on se fait piquer, parce qu'on a peut-être une autre pathologie aiguë intercurrente au moment de la morsure. Il n'y a pas de profil type à risque. On parlait de cette maladie de Lyme, donc provoquée par la morsure de tique, mais finalement, la carte d'identité de la tique, c'est quoi? Alors, la tique, c'est un acarien. Donc comme on l'a vu, qui va véhiculer cette fameuse borréliose, cette fameuse maladie de Lyme. Alors c'est toujours très compliqué de cartographier la tique, mais en tout cas ce que je peux vous dire, c'est que elle fait quelques millimètres de diamètre, quelques millimètres d'épaisseur, donc elle est toute petite, elle est quasiment microscopique, elle est plutôt de couleur sombre, couleur noire, donc c'est pour ça qu'on parle effectivement de mettre des vêtements clairs lorsqu'on va balader en forêt. Sa principale activité finalement, c'est de se nourrir de repas sanguins pour pouvoir acheminer tout son développement.
Il y a 3 stades. Le premier stade, c'est le stade de nymphe. Une nymphe est fait 2 à 3 mm. Donc à ce moment-là, si vous faites piquer par une nymphe, ça passe quasiment à l'as, quasiment inaperçu, tellement c'est microscopique. Donc la tique, elle prend son repas sanguin sur un hôte. C'est l'animal. Chien, chevaux, oiseaux, cheval, et l'homme est un hôte accidentel, donc elle peut très bien prendre son repas sanguin sur l'homme, et si elle est au préalable été contaminée par le repas sanguin sur l'animal par la maladie de Lyme, elle va véhiculer la maladie de Lyme. La tique, pour se reproduire, elle a besoin de conditions climatiques particulières, notamment en termes de température, en termes d'humidité, donc c'est pour ça qu'on va les retrouver dans 2 zones, les zones tempérées, comme chez nous par exemple, où elle va suivre un caractère plutôt saisonnier, et puis dans les zones océaniques, les zones un peu plus douces, la maladie de Lyme elle est présente tout au long de l'année, et la tique a une activité transmetteur tout au long de l'année. Comment on la distingue en fait d'un autre Alors, elle a un petit corps microscopique, et puis vous avez 3 pattes de part et d'autre du corps, c'est comme sympathique. Ouais, c'est sympathique, effectivement. C'est une toute petite fourmi microscopique qui a un aspect, quand vous en avez eu une fois, vous la reconnaissez pour le reste de votre vie. Est-ce qu'il y en a beaucoup au même endroit? Vous parliez des fourmis par exemple, ou non, c'est vraiment très très ponctuel? Non, c'est vraiment très ponctuel parce qu'il faut encore une fois des conditions climatiques particulières. Donc en haute altitude, dans les endroits très secs, dans les zones inondables, vous n'allez pas retrouver de tiques. C'est pas tous les pays du globe qui sont concernés, mais presque. Mais c'est essentiellement les États-Unis, le Canada, le nord-est de la France. Et voilà, elles sont essentiellement dans les zones boisées, dans les prairies, dans les forêts, dans les pâturages, même dans les jardins publics. En certaines zones métropolitaines en France, vous allez retrouver effectivement des tiques. Donc elles ne sont pas présentes de partout, mais il y a beaucoup d'endroits où on peut les retrouver. Vous êtes à la fois médecin généraliste et médecin urgentiste. Où est-ce qu'on atterrit le plus souvent, en fait? Dans un cabinet médical ou à l'hôpital? Non, chez le médecin généraliste, parce que l'érythème migrant, bon, en principe, on va chez son médecin traitant pour ce motif, quoique. Mais voilà, c'est une consultation de médecin généraliste. Alors, on n'est pas forcément formé là-dessus. On a, voilà, comme on disait, les moyens diagnostiques sont pas forcément très fiables. Il y a beaucoup de médecins qui sont pas forcément aussi d'accord entre eux. Ceux de médecine interne, les infectiologues, les recommandations sont pas vraiment officielles. Donc, c'est un peu au bon vouloir de chacun et en fonction de l'expérience de chacun, mais c'est des patients qu'on voit en consultation classiquement en médecine générale, effectivement. Vous disiez c'est une pathologie qui n'est pas reconnue comme pathologie chronique, comment ça se fait? C'est une bonne question dont on n'a pas la réponse, parce que voilà, si on avait la réponse, je pense et j'espère qu'elle serait reconnue comme une pathologie chronique, mais encore une fois, il y a beaucoup de controverses, il n'y a pas beaucoup de recommandations établies. Alors la majorité des cas sont des pathologies, des formes aiguës, si tant est qu'on reconnaisse l'érythème, si tant est qu'on consulte précocement, si tant est qu'on ait sa dose d'antibiothérapie, mais il y a des formes chroniques dont on ne guérit pas forcément, dont on n'arrive pas forcément à poser le diagnostic de maladie de Lyme, parce que tous les signes de cette forme chronique peuvent être confondus avec plein d'autres pathologies, donc le diagnostic n'est pas forcément évident à faire, il faut surtout penser à le faire aussi, mais c'est pas une maladie reconnue comme une pathologie chronique, et je crois que c'est le problème c'est ce que demandent de bon nombre de patients qui présentent une forme chronique de la maladie de Lyme, c'est reconnu comme des vrais patients maladie de Lyme. Ça permettrait d'éviter peut-être une certaine errance aussi? Ça permettrait d'officialiser les choses, ça permettrait effectivement peut-être d'établir des recommandations un peu plus spécifiques, un peu plus abouties, un peu plus étayées. Et puis pour le patient, je pense que c'est quand même beaucoup plus vivable de savoir qu'on a une pathologie sur laquelle on a mis un nom dessus, sur laquelle on a posé un diagnostic, où il n'y a pas forcément, on n'a pas forcément évoqué du fait de la multiplicité des symptômes, une cause un peu psychosomatique, parce que c'est des patients qui vont forcément être un peu à bout de souffle d'avoir ces formes chroniques pour lesquelles on ne reconnaît pas le diagnostic et de vivre dans l'incertitude totale. Merci beaucoup. Merci Marion. Docteur Laurent Carline d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. On rappelle les rendez-vous santé, c'est une fois par mois, du lundi au vendredi. Donc il y a la page Facebook, il y a le relais sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Si vous avez des sujets que vous voudriez voir abordés aussi, vous êtes là pour répondre. Merci et à très bientôt.